Imaginez un empereur qui refuse la mort de son épouse et décide de recréer son spectre dans le corps d'un adolescent. Castré, travesti, forcé de devenir une impératrice morte, Sporus incarne l'illusion la plus dérangeante de l'histoire romaine. Mais ce n'est pas Néron qui entra les siècles, c'est ce garçon sacrifié, dont le refus final résonne encore aujourd'hui. Imaginez un instant les torches qui brûlent dans les couloirs d'un palais impérial. Leur lumière dansante projetant sur les murs de marbre des ombres trop grandes pour être humaines. Rome, ivre de faste et de peur, s'étouffe dans le parfum des roses écrasées, du vin renversé, des murmures qui s'échappent comme des serpents dans la nuit. Au centre de ce décor étouffant, un adolescent au visage fragile, aux yeux clairs, s'avance sans comprendre encore que sa vie vient de basculer. Son nom est Sporus, et bientôt il ne sera plus qu'un fantôme vivant, une illusion tragique façonnée par la main la plus cruelle de l'Empire, Néron César. Pour lui, la mort N est pas une fin. CE est une offense il croit pouvoir renverser. Dans le regard d'un garçon, il prétend reconnaître les traits d'une femme disparue. Dans la voix d'un enfant, il croit entendre l'écho d'une impératrice morte. C'est le point de départ d'un délire qui ne connaîtra pas de retour. La Rome de Néron n'est pas celle des marbres immaculés que les siècles magnifieront. C'est une ville gangrenée par la peur, par les flammes qui ont ravagé ses collines, par les cris des condamnés que les arènes engloutissent chaque semaine. Dans les tavernes, on chuchote que l'empereur est à la fois poète et bourreau, acteur et incendiaire. On raconte qu'il chante pendant que des quartiers entiers s'effondrent. Mais ce que peu savent, c'est que son drame le plus intime, son théâtre le plus monstrueux, ne se joue pas sur les places publiques. Il se déroule derrière les rideaux épais de son palais, là où Sporus apprend que son corps ne lui appartiendra plus. La décision de Néron tombe comme une sentence divine. Sporus sera castré. Le mot, froid et tranchant, ne dit rien de la douleur qui suivra, ni du fracas psychologique qui brisera l'adolescent. Mais pour l'empereur, il ne s'agit pas de cruauté. Il croit recréer, ressusciter. Aux yeux de Néron, mutiler un garçon n'est pas un crime. C'est un acte de nécromancie sentimentale. Ce n'est pas Sporus qu'il voit, c'est Popée qui se relève, tremblante, des cendres de son deuil. On raconte que la nuit où le rituel eut lieu, le palais était empli de musiciens, de convives ivres, de parfums capiteux. Mais derrière une porte close, les cris d'un enfant se mêlaient aux accords des lyres. Personne n'osa intervenir. Car à Rome, on ne contrarie pas un César, surtout un César persuadé que les dieux lui doivent une réparation. Quand Sporus ressortit, il n'était plus un garçon. Il était l'ébauche d'une illusion, un corps façonné par la volonté impériale pour devenir le reflet d'une morte. Néron, en l'habillant des vêtements de Popée, en accrochant à son cou les colliers étincelants que la défunte portait jadis, acheva son œuvre. Devant la cour rassemblée, il proclama Sporus son épouse. Et Rome, habituée aux jeux sanglants, aux supplices publics, connut une nouvelle forme des horreurs. Voir un adolescent brisé, obligé de jouer à être l'ombre d'essai, une femme. Les applaudissements forcés résonnèrent comme des chaînes. Chacun comprit qu'il n'était pas question d'amour, ni même de folie intime. C'était un manifeste de pouvoir. L'empereur affirmait devant tous qu'il pouvait remodeler la vie et défier la mort. Mais ce que Néron ignorait, c'est qu'une telle illusion ne pouvait pas durer. Car chaque masque finit par se fissurer. Et derrière les bijoux, derrière les draperies, derrière le regard que l'on forçait à croire féminin, il y avait un silence trop lourd, un abîme que rien ne pouvait combler. Le fantôme de Popée ne revenait pas. Seule subsistait la douleur d'un adolescent dont l'enfance avait été volée. C'est ici que l'histoire se densifie, car Rome elle-même devient spectatrice de ce théâtre intime. Les sénateurs, contraints de saluer Sporus comme une impératrice, sentent grandir leur malaise. Les soldats de la garde prétorienne, habitués à la violence, détournent parfois les yeux. Même les poètes, habitués à enjoliver les excès du pouvoir, hésitent à mettre en vers ce qu'ils voient haine. La cité tout entière semble suspendue, fascinée et horrifiée par cette incarnation vivante d'un fantôme.
Et au milieu de cette tension, une question flotte, obsédante, comme une ombre sur le Tibre au coucher du soleil. Combien de temps Sporus pourra-t-il survivre à ce rôle imposé? Combien de temps Néron pourra-t-il se persuader que son épouse morte vit encore dans les traits d'un enfant mutilé? Chaque jour qui passe rapproche le dénouement, chaque banquet ajoute un fil à la toile de tragédie qui se resserre. Les jours qui suivirent cette proclamation étrange furent baignés d'une atmosphère irréelle. Dans les couloirs du palais doré, Sporus avançait désormais vêtu de soierie, ses cheveux coiffés à la manière de Popée, ses gestes surveillés, corrigés, modelés pour correspondre à l'image d'une femme morte. Néron l'appelait devant tous par le nom de son épouse défunte, comme si ce simple mot suffisait à conjurer la tombe. Pour la cour, le malaise était palpable. On ne savait plus s'il fallait jouer le jeu de l'empereur par crainte ou par fascination. Certains détournèrent les yeux, des autres abandonnaient telle illusion, avec une ferveur qui ressemblait à de la folie collective. Au cœur de cette mascarade, Rome continuait de battre au rythme de ses contradictions. La ville, encore marquée par les plaies de l'incendie, portait en elle les cicatrices d'un traumatisme national. Beaucoup accusaient Néron d'avoir laissé flamber la cité, d'avoir transformé la catastrophe en spectacle. Or, voilà que ce même homme transformait sa douleur personnelle en un théâtre intime, aussi dévastateur que les flammes elles-mêmes. Les Romains, qui avaient vu leur maison brûler, voyaient désormais un adolescent brûlé de l'intérieur sous le poids d'un rôle impossible. Sporus, malgré son silence, malgré son obéissance forcée, ne pouvait cacher la détresse qui grandissait en lui. Chaque sourire imposé, chaque révérence arrachée devenait une blessure. Pourtant, dans ses yeux, certains observateurs prétendèrent discerner une résignation étrange, comme s'il avait compris que sa survie dépendait de sa capacité à disparaître derrière le masque. Jouer Popée était sa malédiction, mais aussi son seul refuge. Refuser aurait signifié la mort immédiate. CS est dans cette tension insupportable que apparurent les premiers signes de fissure dans le cercle impérial. Des rumeurs circulaient parmi les serviteurs. Néron passait des heures à contempler Sporus en silence, comme s'il cherchait désespérément un détail qui le convaincrait de l'illusion. Parfois, il éclatait de colère, hurlant que les dieux se jouèrent de lui. D'autres fois, il riait aux éclats, convaincu d'avoir ressuscité Popée par sa seule volonté. Cette oscillation entre extase et désespoir contaminait toute la cour, transformant les banquets en cérémonies funèbres déguisées. Un soir, lors d'une fête somptueuse où les convives étaient forcés de s'applaudir la nouvelle impératrice, un incident glaça les esprits. Alors que Sporus se levait pour accompagner Néron dans une danse, sa voix brisée par la mutilation laissa échapper un son rauque, presque inhumain. Le silence qui suivit fut plus insupportable que n'importe quel cri. Les courtisans se regardèrent, terrifiés, tandis que l'empereur, d'abord figé, éclata soudain d'un rire convulsif. « Même la voix des morts m'obéit », déclara-t-il. Mais dans ses yeux, certains jurèrent avoir vu passer une lueur de panique, comme s'ils venaient d'entrevoir l'échec inévitable de son illusion. À l'extérieur du palais, le peuple murmurait. Les histoires de l'adolescent transformé en impératrice circulaient comme des contes effrayants. Dans les tavernes, on en riait avec un mélange de crainte et de fascination. Mais plus souvent, on chuchotait que les dieux ne toléreraient pas une telle profanation. Car à Rome même, l'excès avait des limites. La cruauté pouvait être spectacle, la mort pouvait être jeu. Mais ressusciter les morts en chair et en os frôlait un sacrilège que les plus superstitieux craignaient de voir puni par les cieux. Pendant ce temps, Néron plongeait toujours plus loin dans sa folie théâtrale. Il fit célébrer un véritable mariage avec Sporus, entouré de prêtres, de musiciens et d'officiers. La cérémonie, fastueuse et grotesque, força les plus hauts dignitaires de Rome à participer à une mascarade dont ils ne pouvaient extraire. Les sénateurs, humiliés, durent acclamer l'union comme s'il s'agissait d'une bénédiction divine. Certains murmurèrent que jamais l'Empire n'avait été autant abaissé, mais personne n'osa s'opposer, car chacun savait qu'un mot de travers suffisait pour disparaître dans les geôles impériales. Le destin de Sporus, dès lors, n'était plus seulement une tragédie individuelle, il devenait le miroir de Rome elle-même.
Comme la cité qui avait survécu aux flammes, mais portait encore ses cicatrices, l'adolescent survécut à sa mutilation, mais demeura marqué à jamais. Chaque apparition publique rappelait à tous que l'empereur avait franchi un seuil irréversible. Néron n'était plus seulement un tyran, il était un créateur d'ombre, un sculpteur de spectres, un homme qui refusait de céder même devant la mort. Mais l'histoire, dans son implacable progression, prépare déjà les coups de théâtre à venir. Car les dieux que Néron croyait défier ne resteront pas silencieux éternellement. Dans les ombres du Sénat, dans les murmures des légions, dans les regards détournés des courtisans, une autre tragédie se dessine. Et au centre de cette toile, Sporus, ce garçon devenu l'incarnation d'un fantôme, demeure l'instrument involontaire d'un récit qui le dépasse. À mesure que les saisons tournaient autour du Palatin, la mascarade s'incrustait dans la pierre, comme une lèpre lente. Rome apprenait à marcher sur la pointe des pieds, à parler par allusion, à sourire quand l'âme voulait hurler. Dans les appartements parfumés, où Popée avait jadis laissé flotter ses étoffes, Sporus se déplaçait en silence, ombre soigneusement chorégraphiée, glissant d'une galerie à l'autre accompagné de servantes, qui d'un geste redressaient un pli, corrigeaient un port de tête, rappelèrent d'une pression au poignet que la liberté se payait de sang. Il ne savait plus, certains matins, quel était son propre visage. Lorsqu'on lui tendait un miroir poli, le reflet lui renvoyait l'image d'une femme morte. Et il se demandait, dans ces secondes suspendues où la respiration arrête, si le verre lui mentait, ou si c'était sa mémoire qui se fissurait. À l'extérieur, les bruits de la ville pénétrèrent parfois jusqu'aux chambres, filtre lointain d'un monde qui continuait de vivre. Des colporteurs criaient des nouvelles, des enfants riaient, des chiens aboyaient, les forgerons battèrent le fer. Ces sons ordinaires, qu'on n'entend plus quand on a trop pleuré, prenaient une résonance douloureuse pour le garçon. Il prouvait que tout, malgré son supplice, demeurait pareil. La vie persévérait, indifférente au délire d'un homme qui se croyait Dieu. Sporus apprit à aimer ces bruits anonymes, ces rythmes qui ne portèrent pas le sceau de l'empereur. Ils étaient des preuves d'une vérité qui lui échappait, mais qui existait tout de même, quelque part, au-delà des tentures violettes. Néron, lui, s'évadait dans la musique. Il exigeait des répétitions interminables, forçant les meilleurs chanteurs à caler leur souffle sur le sien, à modeler leur vibrato d'après ses caprices. Parfois, au milieu d'un air, sa voix se brisait. Il blêmissait, frappait du poing une table et exigeait que Sporus prenne place au premier rang, là, juste en face, pour le regarder chanter comme Popée l'avait fait, disait-il, le soir où Rome commença de brûler. Les murmures s'éteignaient alors. Les musiciens levaient les archets, et la scène se rejouait exactement, jusqu'au rire, jusqu'à l'inclination de la tête. Dans ces moments, Sporus sentait que l'illusion emprisonnait non seulement sa chair, mais aussi le temps lui-même, l'enfermant dans une boucle d'obsession, où rien n'avançait, où tout recommençait. Une nuit, cependant, le cercle se fendilla. Au cours d'un banquet, un poète audacieux, ou ivre, osa réciter quelques vers ou affleurer les idées que le spectre convoqué N était qu'un décor peint. Le silence qui suivit avait la densité d'un présage. Néron ne cria pas. Son sourire se fit au contraire plus doux, presque lointain, et il fit signe à l'homme d'approcher. Le poète, fasciné malgré lui, s'exécuta. On dit que elle, empereur, lui passa une main dans les cheveux, avec la tendresse que on réserve à un enfant, puis, d'un geste presque indolent, donna l'ordre. Le corps fut traîné dehors. La fête reprit. Sporus, immobile, comprit ce soir-là que le prix de la nuance, à Rome, se payait avec la totalité d'une vie. Cette révélation accéléra quelque chose en lui, un mécanisme de survie qui consiste à voir avant que les autres ne regardent, à entendre avant que les voix ne s'élèvent. Il apprit à lire les humeurs de l'empereur dans le tremblement d'une coupe, dans la manière dont il caressait le bord d'un plateau, dans la vitesse d'un pas. Quand la tempête venait, Sporus se faisait plus léger que l'air, invisible comme la poussière, que personne n'ose chasser devant César. Quand au contraire, la nostalgie s'abattait, lourde et gorgée de vin. Il savait se tenir là où la lumière l'enveloppait avec douceur, posant ses mains de telle sorte que les bracelets anciens tinssent la promesse d'une mémoire.
Ce N était pas une trahison. C était la science de survivre au milieu des dieux. Dans l'ombre des portiques, 3 hommes commencèrent à se parler. Le premier portait la toge raide des sénateurs et la rancœur d'un patricien humilié. Le deuxième, un officier de la garde, comptait les heures, avec la précision de ceux qui ont partagé la tente de généraux en campagne. Le troisième, plus discret, savait utiliser les silences comme des lames. Ilan avait pas besoin de beaucoup de mots pour conclure à ce que tous devinaient. Elle, Empire, ne tiendrait pas si l'illusion de Néron S épaississait encore. Ils évoquèrent Galba, ailleurs, dans l'Espagne lointaine, des légions prêtes à répondre à un autre chant que celui de l'empereur comédien. Ils n'osèrent pas prononcer le nom de Sporus, mais ils rôdaient, invisibles, entre chaque phrase, figure centrale du scandale muet qui rongeait Rome comme un acide. Ce qui rendait la situation plus inextricable tenait à la nature même de l'illusion. Néron n'avait pas seulement imposé au monde un mensonge, il l'avait transformé en rituel quotidien. Les prêtres avaient dû bénir ce qui n'était qu'une parodie de mariage. Les scribes avaient dû inscrire dans les registres une épouse né garçon. Les serviteurs avaient ajusté des vêtements qui n'appartenaient qu'à une morte. À force de se répéter, la fiction prenait la consistance d'un fait. On finit par oublier ce qui avait précédé. On apprit aux enfants que l'empereur avait 2 épouses, l'une dans la terre, l'autre de chair travestie. Et les enfants grandissaient avec cet axiome monstrueux, sans même imaginer qu'il pût être autrement. Pourtant, à certains crépuscules, quand le vent descendait des collines et faisait frissonner les lauriers, Sporus se rappelait des fragments d'enfance qui n'appartenaient à personne. Des bouts de rire près d'un marché, la poussière qui colle aux sandales, l'odeur du pain levé, la morsure fraîche du Tibre à la première chaleur. Ces souvenirs, infimes comme des miettes sur une table d'or, le sauvaient. Il prouvait qu'il avait existé hors du rôle, hors du palais, hors de la volonté d'un homme. Il commença à les collectionner en secret, comme d'autres cachent des pièces ou des bijoux. Il leur donna des noms, silencieusement, et parfois, quand on le croyait perdu dans la contemplation d'une fresque, il fermait les yeux pour mieux entendre une fois encore les bruits de la ville, loin, si loin des yeux du pouvoir. Le destin, cependant, n'accorde pas de trêve aux spectres vivants. Vint le jour où Néron décréta qu'une procession publique célébrerait l'union renouvelée, comme pour défier ceux qui chuchotaient. La Via Sacra se transforma en théâtre à ciel ouvert. Les cohortes ouvrirent la marche, encadrant des chars chargés de fleurs, de fruits, de tissus éclatants. Derrière, des chanteurs faisaient vibrer l'air d'hymne au dieu protecteur de Rome. Et plus loin, sous un dais, venait Sporus, paré des bijoux de Popée. Assis, visage impassible, mains jointes comme une statue qui respire. À ses côtés, Néron rayonnait, sûr de son triomphe. Les fenêtres se remplissaient de visages. La foule se tenait à distance, retenue par les lances. Personne n'osait huer. Un murmure ondulait pourtant, lourd comme une marée. On n'applaudit pas les fantômes. Sur une terrasse, un vieil érudit observait la scène. Il avait connu d'autres princes, d'autres folies, d'autres illusions. Ses doigts, tachés d'encre, tremblaient à peine autour d'une coupe. Son regard allait de l'empereur au garçon, avec une attention d'anatomiste. Il se dit, plus tard, sur un papyrus qu'on retrouverait, que Empire venait de franchir la frontière où le théâtre cesse d'ébanant être métaphore pour devenir régime. Là où l'on joue. Pour survivre, écrivait-il, la réalité meurt d'abord, puis les hommes. Cette phrase austère aurait pu être une prophétie. Le soir même, au retour dans le palais, Néron exigea un divertissement supplémentaire. Une pantomime retraçant la descente de Proserpine aux enfers, le rapt de la jeune fille, par le dieu sombre, l'arrachement au soleil, la promesse glacée des saisons. Il désigna Sporus pour incarner la déesse. La salle retint un souffle commun. Le symbole, cinglant, scellait une intention. L'empereur ne se contenterait plus d'un mariage fictif. Il voulait inscrire son fantôme dans la mythologie, tordre les dieux à la mesure de son deuil. Sporus d'abord ne répondit pas. Il regarda les mains des musiciens qui se crispèrent sur les cordes.
la bouche d'un esclave qui s'entr'ouvrit sans bruit, l'œil d'un préfet qui cligna, imperceptible. Puis il inclina la tête. Ce mouvement, si léger, sauva des vies et en condamna d'autres. La répétition commença. On traça au sol un cercle de cendres. On suspendit des voiles noires pour figurer l'entrée du royaume souterrain. On entassa des torches derrière une grille, afin que la lueur eût l'air venu, un fond sans fond. Sporus répéta les gestes, s'avancer, hésiter, tendre les bras, se laisser arracher. Chaque séquence soulevait dans la salle une onde de malaise. La cour se trouva confrontée à une fin de vérité. La mise en scène N était plus une parodie, C était L, aveu de ce Kurnd, était devenue Rome, une ville arrachée à elle-même, une lumière captive entre des voiles. Certains soirs, lorsque la salle était vide, Sporus revenait seul, touchait du doigt la cendre froide, respirait la fumée. Il songeait à Proserpine, à la part de légende où elle négocie le retour, 6 mois sur la terre, 6 mois parmi les ombres. Ce pacte lui semblait le seul récit juste. Il n'osait pas rêver d'un partage égal. Il lui suffisait d'une brèche minuscule, d'un hiver plus court, d'un été un peu plus long. Il comprit, à travers ce mythe, ce que son rôle pouvait encore lui voler. Le temps qu'il aurait fallu pour inventer un autre destin. Alors, il se fit une promesse. Si une porte s'ouvrait, même étroite, même fugace, un mot oublié, une garde somnolente, un couloir désert, il s'y engouffrerait. La porte ne s'ouvrit pas. On en ouvrit une autre, plus terrible. Dans les casernes, des voix s'élevèrent, fatiguées de prêter serment à la vanité d'un chanteur. Dans les provinces, les gouverneurs se prirent à calculer. Les lettres parcoururent les routes comme des insectes obstinés. Le nom de Galba gonfla, d'abord chuchoté, puis prononcé haut, puis crié dans certaines villes. À Rome, Néron sentit le sol vibrer sous ses sandales, comme un instrument mal accordé. Il exigea plus de fêtes, plus de chants, plus de Proserpine. Quand la peur le saisissait au creux du ventre, il appelait Sporus et lui parlait à voix basse, racontant des souvenirs où la figure de Popée se mêlait à la sienne, comme si le passé pouvait se recoudre d'un fil d'or. Il y eut, une nuit, un échange que personne n'entendit, mais que le marbre sembla garder. Néron, assis près d'une fenêtre ouverte sur des jardins où les fontaines chuchotaient, demanda à Sporus s'il croyait aux dieux. Le garçon répondit sans répondre, parlant du vent, des feuilles, de la manière dont l'eau trouve toujours un chemin. L'empereur sourit, puis pleura. Sporus se souvint de son propre père, un visage presque effacé, et sentit, un bref instant, une compassion qui l'effraya, car la pitié est une chaîne qu'on ne voit pas venir. Il s'en détacha avec douceur, comme on défait un nœud dans l'obscurité. L'aube qui suivit dressa sur Rome une lumière d'étain. Des pas précipités résonnèrent, des ordres furent criés sans protocole. On parla d'alliés qui n'en étaient plus, de coffres vides, de portes qui grinçaient à la mauvaise heure. Néron flaira la faim. Il hésita, cherchant où se trouvait le théâtre qui lui conviendrait pour mourir. Les vrais tragédiens connaissent ces questions. Il parla d'un refuge, d'une villa amie, d'une fuite qui n'en serait pas une. Sporus le suivit. Un petit cortège se forma, comme une procession à rebours. La ville, derrière eux, continuait à se lever, ignorant encore que le masque tombait. Des boulangers allumèrent leur four, des femmes tirèrent l'eau, des enfants couraient après une roue de bois. Quelques-uns remarquèrent à la figure de l'empereur voilé, s'étonnèrent, haussèrent les épaules. Quand un règne se brise, c'est souvent dans le bruit des gestes ordinaires. Sporus regarda une dernière fois les collines et éprouva quelque chose qui ressemblait, malgré tout, à un soulagement. On eût dit que l'air retrouvait de la place dans sa poitrine. Le refuge n'en fut pas un. La solitude, soudain, démasqua l'illusion. Il n'y avait ni dieu à conjurer, ni spectre à posséder, ni théâtre où la mort puisse s'apprendre. Il n'y avait que la peur, nue, et le froid exact du métal. Néron chercha un courage qu'il n'avait pas. Les phrases célèbres qu'on rapporte, la plainte d'un artiste qui meurt, le regret d'un chant inachevé, n'empêchèrent pas la main de trembler. On guida le geste. Le bruit fut bref. Le dernier souffle laissa au monde une pièce sans applaudissements.
Quand on rapporta la nouvelle à Rome, le vacarme ne fut pas celui qu'on aurait imaginé. Ce n'était pas la tempête, mais une pluie obstinée de bruit, porte qu'on referme, clé qu'on échange, nom qu'on rature et qu'on réécrit. L'Empire se chercha un visage et trouva, comme toujours, celui du plus disponible. Dans cet entre-deux, changeant comme une marée, Sporus devint un enjeu. On ne détruit pas un symbole sans penser à ce qu'on mettra à sa place. Othon, qui prétendait succéder à la fois au trône et à l'idée d'une Rome indemne, posa sur le garçon un regard qui mêlait pitié et calcul. Il crut pouvoir réparer en caressant ce qui avait été brisé, comme si la douceur pouvait annuler la violence originelle. Sporus, épuisé, se laissa porter par cette accalmie de surface. Mais il connaissait déjà la logique des régimes. Ce qui ne part à pas de nom propre devient « elle », instrument de toutes les légitimités. Ce répit, mince comme une feuille, se fendit avec la même facilité. Le bruit du monde, encore, ordonna une autre pièce. Vitellius entra, portant dans sa démarche la lourdeur de ceux qui confondent rire et force. Il avait une idée précise du spectacle que Rome devait voir pour croire, ou pour obéir. Il voulait Proserpine. Pas la répétition, pas l'allusion, pas l'exercice privé. Il exigeait que la ville entière assiste à la descente, que la douleur d'un seul se fisse fête publique, que la métaphore devint liturgie. Sporus sentit alors, d'un coup, que le cercle se refermait. Ce qui avait commencé comme elle, illusion D. Un homme menait à la cruauté méthodique D. Un autre. Le rôle, qu'il avait porté malgré lui, allait devenir une condamnation sans reste. Il pensa aux cendres froides sur le sol de la Seine, aux voiles noirs, à la lumière fausse. Il pensa surtout au pacte de la déesse, au partage du temps, 6 mois ici, 6 mois là. Il n'aurait pas ce crédit. Il regarda ses mains, leurs lignes fines, qui n'avaient jamais tenu d'armes. Et il décida que la seule négociation possible serait avec lui-même. Rome ne sut pas, ce matin-là, qu'elle se tenait au bord d'un silence. Les préparatifs allaient de bon train, les ordres volaient, les artisans dressaient des décors, les scribes écrivaient des invitations. Sporus demanda un moment. On le laissa respirer, peut-être par compassion, peut-être par imprudence. Il traversa un couloir où le soleil tombait en biais, soulevant de la poussière dans l'air comme des étoiles brunes. Il pensa au pain levé, au Tibre à la première chaleur, à la voix rauque qui l'avait trahi sous les lustres. Il pensa à un garçon qui avait un nom avant de devenir un rôle. La décision fut simple, comme une main posée sur une porte. Il refuserait le enfer offert en spectacle. Et s'il n'y avait plus de porte, il en créerait une, dans le seul endroit où rien ne pourrait le suivre. Dans le palais, on commença à s'agiter. On ne retrouvait plus l'acteur principal D, une pièce dont dépendaient la face et le règne. Les pas se mirent à courir, les voix se cassèrent en ordre contradictoire. Quelqu'un ouvrit une chambre trop tard, quelqu'un détourna le regard trop vite. Dans ce tumulte, une phrase, plus tard, restera. Il a choisi. On en fera des versions. On en tordra le sens, on la remplira de morale ou de dédain. Mais il restera, sous toutes les couches de récit, ce noyau dur que aucune propagande ne érode. Un être refusa de devenir elle, ombre qu'on lui ordonnait de être. Alors, l'histoire, qui jusque-là tournait comme une roue sous le fouet d'un cocher cruel, ralentit. Elle se pencha, attentive, sur ce geste minuscule et immense. Et l'Empire, une seconde, sembla écouter. Puis le vacarme reprit, car les empires n'ont pas d'oreilles. Il fallait un spectacle, on en improvisa un autre. Il fallait une morale, on la déplaça. Il fallait un fantôme, on en inventerait un nouveau. Mais certains, dans le secret des maisons où l'on parle encore bas, se dirent que quelque chose s'était déplacé pour toujours. Non pas le pouvoir, mais la manière de comprendre ce que peut la volonté D. Un seul contre la forme entière D. Une ville. Et voilà comment, au milieu des marbres et des cendres, la mémoire commença son travail. Elle prit l'odeur des roses et la froissa avec celle du métal. Elle mêla la voix brisée d'un adolescent à la musique d'un empereur. Elle déposa sur les pages des chroniqueurs une histoire si noire
et si resplendissante à la fois que des siècles plus tard, on hésiterait encore entre l'incrédulité et le frisson. Ceux qui liront se demanderont « Où finit la folie? Où commence la nécessité? Et qu'est-ce qu'un visage quand il lui est interdit d'être soi-même » La réponse n'est pas dans les temples, ni dans les lois. Elle séjourne, tremblante, dans l'instant où l'on décide de ne plus descendre. Rome, après la chute de Néron, ressemblait à une scène débarrassée d'un acteur principal, mais où le décor continuait de tenir, comme suspendu par une magie dangereuse. Les cendres de El, empereur Enref, avaient pas refroidi que déjà El Lodoro. Empire se cherchait un nouveau visage, un nom à acclamer, une figure à craindre. Mais derrière les intrigues, dans les couloirs assombris des palais, restait une silhouette fragile, trop visible et trop silencieuse. Sporus. Il portait en lui non seulement les bijoux de Popée, mais aussi le fardeau d'une mémoire trop lourde pour un seul corps. Othon, dans sa brève lueur de règne, le garda près de lui comme un talisman. Il croyait, peut-être sincèrement, qu'en protégeant l'adolescent, il apaiserait les spectres du passé, qu'il cicatriserait une plaie qui infectait encore les couloirs du pouvoir. Sporus, à ses côtés, goûtait une douceur nouvelle. Moins de regards inquisitifs, moins de cérémonies grotesques, une respiration un peu plus libre. Mais ce répit ne dura pas. Les empires ne connaissent pas de trêve. Vitellius, quand il prit la pourpre, n'avait pas le raffinement d'un Néron, ni les scrupules d'un Othon. Il voulait marquer les esprits, montrer à Rome que sa force égalait celle des légions, et que ses fêtes dépasseraient toutes celles de ses prédécesseurs. Dans ce calcul brutal, Sporus ne fut pas épargné. Il devint l'instrument parfait d'un spectacle infâme. On décréta qu'il incarnerait Proserpine, arrachée à la lumière, offerte aux enfers, sous les yeux d'un peuple convoqué. L'idée circula comme un frisson. Certains rirent, d'autres blêmirent, mais tous comprirent la symbolique. Après avoir été l'épouse de Néron, Sporus serait la déesse captive, arrachée au monde vivant pour descendre vers l'ombre. L'adolescent, qui avait survécu à tant d'humiliations, comprit que ce rôle-là ne serait pas une mascarade de plus. Ce serait une condamnation définitive, une crucifixion sans clous, mais avec des regards, une mise à mort publique par le théâtre. Il y eut des répétitions. Les artisans dressèrent un décor sombre, percé de torches, où les voiles noires figuraient les portes du royaume des morts. Sporus, docile en apparence, suivait les gestes imposés, mais son cœur battait d'une révolte sourde. Chaque pas sur la cendre froide lui rappelait son premier supplice. Chaque draperie qu'on jetait sur ses épaules résonnait comme une chaîne. Il savait qu'il ne pourrait supporter cette dernière descente. À Rome pourtant, l'enthousiasme croissait. Les invitations circulaient. Les sénateurs s'apprêtaient à feindre l'admiration. Les prêtres eux-mêmes répétaient les bénédictions qu'il lancerait. Tous savaient qu'il participerait à un crime, mais aucun n'osa protester. Car dans un empire qui se déchire, le silence est plus sûr que la vérité. La veille du spectacle, Sporus demanda un moment de solitude. On le laissa, croyant peut-être qu'il se préparait au rôle. Dans la chambre obscure où il se retira, il pensa à son enfance, aux rives du Tibre, aux jeux qu'il avait partagés avant que son nom ne devienne prison. Il pensa à Néron, aux flammes, aux bijoux, aux baisers glacés d'un empereur fou. Il pensa surtout à lui-même, à ce garçon que personne ne regardait plus, effacé derrière une ombre étrangère. Et il décida. Mieux valait disparaître dans le silence que de descendre une fois encore dans les enfers sous les yeux d'une foule avide. Il choisit la mort. Certains dirent qu'il s'empoisonna, d'autres qu'il se poignarda discrètement. Les détails importent peu. Ce qui demeure, c'est le choix. Celui de briser le cercle, de refuser l'ultime humiliation. Quand on retrouva son corps, une stupeur glacée se répandit. Vitellius perdit son spectacle, la foule perdit son divertissement, mais Rome gagna un fantôme nouveau. Car Sporus, en refusant le rôle, devint plus que Ao, un personnage secondaire de l'Elcudero. Histoire néronienne. Il devint le symbole de toutes les victimes un pouvoir qui dévore.
Les chroniqueurs, longtemps après, ne purent s'accorder. Certains le décrivirent comme une victime pure, un adolescent sacrifié. D'autres y virent un martyr volontaire, presque héroïque. D'autres encore réduisirent son nom à une note de bas de page, une curiosité scandaleuse de l'histoire impériale. Mais entre les lignes, une vérité se dessine. Il fut la preuve vivante que même un empereur, fût-il Néron, ne peut ressusciter les morts. Rome reprit son cours, indifférente en apparence. Les marchés rouvrirent, les théâtres jouèrent d'autres pièces, les sénateurs s'agenouillèrent devant d'autres maîtres. Mais dans certaines maisons, on chuchotait encore l'histoire de ce garçon travesti en impératrice, de ce spectre imposé, de ce refus final. Les dieux, peut-être, avaient souri, car au lieu de descendre aux enfers en spectacle, Sporus choisit de rejoindre les ombres à sa manière, loin des applaudissements, loin des torches, loin du vacarme. Et c'est ainsi que son nom survécut, non pas comme celui d'une victime muette, mais comme celui d'un adolescent qui, face à l'Empire, osa dire non. Les siècles ont passé, et pourtant le nom de Sporus résonne encore comme une plaie mal refermée dans la mémoire de Rome. La poussière des bibliothèques impériales, les papyrus mangés par l'humidité, les chroniques souvent partisanes haine, ont pas suffi à effacer cette silhouette frêle qui traversa le pouvoir comme une ombre imposée. Ce n'est pas tant l'adolescent que l'on retient, mais le symbole que il incarne, celui d', un être transformé malgré lui, en instrument d', obsession, celui d'un fantôme fabriqué par un empereur qui refusait la mort. Suétone, Dion Cassius, Tacite, chacun, à sa manière, laissa quelques lignes, quelques phrases, où perce la gêne d'écrire l'indicible. Car comment consigner sans trembler qu'un César avait osé défier les dieux en travestissant un garçon en épouse? Les historiens, même lorsqu'ils condamnent, révèlent dans leur silence l'ampleur du scandale. Ce n'est pas seulement la cruauté qui choque, mais le mélange de théâtre et de politique, de rituel et de folie intime. Néron ne se contenta pas de gouverner. Il joua sa vie comme une tragédie permanente, entraînant dans ses illusions ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin. Pourtant, à lire ces textes, une question revient, lancinante. Sporus avait-il conscience d'incarner plus qu'un rôle? Était-il seulement une victime passive, ou comprenait-il qu'en survivant, il devenait un miroir tendu à l'Empire? Sa mort volontaire, refus de l'ultime humiliation, semble indiquer une lucidité tragique. En choisissant de se soustraire à la pièce que Vitellius voulait imposer, il offrit à l'histoire non pas l'image d'un pantin, mais celle d'un esprit capable de dire non au prix de sa vie. Ainsi, paradoxalement, le garçon brisé devint figure de résistance. Ce n'était pas une révolte bruyante, ni une insurrection armée, mais un refus intime, un cri muet qui traversa les siècles. Ce geste silencieux, plus fort que tous les spectacles sanglants de Rome, demeure dans les mémoires comme une fissure dans le marbre de l'Empire. Les Romains d'alors passèrent à d'autres drames, Galba, Othon, Vitellius, puis Vespasien. Les dynasties se succédèrent, les guerres s'allumèrent, les frontières bougèrent. Mais dans l'ombre, au détour d'une phrase, dans la rumeur d'un banquet, le nom de Sporus revenait parfois. On rappelait son rôle de « nouvelle Popée », on évoquait les bijoux trop lourds pour ses épaules. On murmurait qu'aucun empereur, même le plus fou, n'avait jamais osé pareille folie. Avec le temps, la figure se transforma. Pour certains, Sporus devint le symbole de la décadence romaine, preuve que l'Empire, dans son excès, avait perdu le sens de toute mesure. Pour d'autres, il incarna au contraire la preuve que l'individu, même broyé, peut encore imposer son choix final. Cette ambiguïté explique pourquoi son nom N a jamais disparu. Il cristallise la tension entre la cruauté du pouvoir et la dignité silencieuse de la victime. Dans les 7 Schworth, fresques effacées, dans les bijoux retrouvés, dans les récits fragmentaires, on devine encore la présence de ce spectre. Et l'histoire de Néron, souvent réduite à l'image d'un empereur incendiaire ou d'un chanteur mégalomane, ne peut se raconter sans évoquer ce garçon. Car sans Sporus, le délire néronien resterait abstrait. Avec lui, il prend chair, il devient insoutenable. Et est ici que surgit le retournement final. Ce N est pas Néron qui survit à travers les siècles comme figure obsédante, c'est Sporus.
Non pas l'empereur qui se croyait Dieu, mais l'enfant qu'il mutila pour retenir un fantôme. Néron finit dans la fuite et le désespoir, Sporus dans un geste de refus. L'un chercha la gloire éternelle, l'autre choisit le silence. Et c'est ce silence, paradoxalement, qui résonne encore aujourd'hui, plus fort que tous les chants de l'empereur. Alors, au terme de ce récit, une question demeure, suspendue comme une lame au-dessus du temps. Combien d'autres Sporus l'histoire a-t-elle englouti, sans chroniqueur pour écrire leur nom? Combien de spectres fabriqués par la volonté des puissants dorment encore dans l'ombre, attendant qu'une voix les rappelle? Le fantôme de Sporus nous regarde à travers les siècles, et son regard n'a rien perdu de sa force. Il nous avertit que les empires passent, que les tyrans tombent, mais que la douleur des victimes, elle, persiste, gravée dans la mémoire humaine comme une cicatrice éternelle. Et, dans ce dernier souffle narratif, un frisson demeure. Si Néron a pu façonner un fantôme de chair, qui nous dit que d'autres n'ont pas fait de même, ailleurs, autrement, dans les couloirs obscurs de l'histoire? L'ombre de Sporus, refusant d'être effacée, nous rappelle que le passé n'est jamais mort. Il guette, silencieux, prêt à surgir encore, à troubler nos certitudes, à nous forcer à regarder en face l'abîme que l'homme porte en lui.